Bonjour chers téléspectateurs, heureux de vous retrouver une fois encore pour cet autre numéro de la revue des Grandes Unes sur Equinox Télévision avec nos invités qui sont déjà en position pour commenter donc ces Grandes Unes avec nous, des Grandes Unes que nous allons découvrir donc à l'instant avec tout d'abord le journal La Nouvelle Expression qui titre sur la crise anglophone et sur ces victimes qui se comptent par milliers du côté de Bamenda, des déplacés partis de plusieurs localités, notamment de Ambo ou encore de Batibo, tels que relayés par le journal La Nouvelle Expression, des réfugiés ou des déplacés qui se retrouvent dans des domiciles, parfois amassés à 50 voire à 60 dans des petites bâtisses donc du côté de Bamenda. Le journal qui présente le cas typique d'une famille du côté de Nkwen, non loin donc de Bamenda, avec donc une cinquantaine de personnes qui se retrouvent dans un domicile parce que déplacées, des personnes, femmes et enfants essentiellement, qui se plaignent d'avoir tout abandonné, d'avoir parfois bravé la route à pied pour rallier la ville de Bamenda. La situation humanitaire de plus en plus inquiétante, nous dit le journal, au moment où des initiatives se multiplient pour l'assistance des victimes dans la crise donc dans le nord-est et le sud-ouest. La Nouvelle Expression fait le point sur l'ampleur d'une tragédie dont les facettes sont encore confusément dévoilées. La Nouvelle Expression qui parle aussi de gouvernance et de pillage à ciel ouvert des ressources publiques. Dans un rapport présenté le 25 mai 2018 à Yaoundé, la World Bank Group démontre comment l'émergence 2035 prônée par le président de la République est tout simplement une chimère. Du sport dans les colonnes de ce journal ce matin, avec tout d'abord cette grogne annoncée des ouvriers sur le chantier de construction du stade d'Olembe. Une partie du personnel engagé par des sociétés sous-traitantes avec Grupo Pekini envisage d'observer un sitting sur le chantier ce matin. Et puis Cameroun-Russie vers l'entrée en vigueur des extraditions. 2 textes ont été déposés à l'Assemblée nationale. Ils suppriment notamment le territoire russe de la liste des terres d'asile en cas de poursuite pénale. Info Matin s'intéresse à la présidentielle 2018 à 131. Info Matin qui parle d'Akeremouna qui annonce une coalition. S'exprimant hier, le président du mouvement Now dit avoir déjà pris langue avec certains leaders de l'opposition pour battre le candidat du RDPC. Le candidat qui a dit avoir rencontré donc des leaders tels Maurice Kamto ou encore Joshua aussi, des candidats déclarés à la présidentielle et même Cabral Libi, et part de l'imminence de la formation d'une coalition de l'opposition pour affronter le candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le journal Le Détective qui s'intéresse ce matin à la sécurité routière et il parle du ministre des Transports, Galé Bibé, à l'épreuve de la sécurité routière. C'est la une de ce journal ce matin qui a fait savoir que la recherche d'un environnement de sécurité routière est greffée au cœur même des préoccupations du ministre en charge donc des Transports qui, en synergie avec d'autres administrations concernées, dont la gendarmerie nationale, multiplie des mesures de nature à assurer la protection des usagers de la route et aussi de leurs biens. Le jeune enquêteur à sa une parle d'engagement politique, notamment des chefs traditionnels et ces chefs supérieurs qui embarrassent leur peuple, nous dit le jeune enquêteur qui met à la une quelques-uns de ces monarques, notamment le sultan Bombo Djoya, le Fon Victor Moukete ou encore le Lamido Halim Ayatou. Ils sont ministres, ils sont députés, ils sont sénateurs ou maires. Le respect au roi est en péril au regard de leurs différents engagements politiques, nous dit le journal qui fait savoir qu'autrefois, le chef supérieur était un homme sacré, ses actes aussi, mais de plus en plus, on est en droit de se demander si cela est encore possible. Les chefs traditionnels qui ont embrassé la politique et sont de plus en plus ministres, députés, maires et sénateurs dans un contexte pluraliste marqué par le multipartisme. Cela est présenté par le journal Le Jeune Enquêteur comme une frustration difficile à avaler pour les populations. Et c'est le journal qui, sans être exhaustif, présente quelques cas sur lesquels l'attention mérite d'être portée. Et puis, le journal parle aussi d'élections municipales avec 2 maires qui sont sûrs d'être réélus à Douala, nous dit le jeune enquêteur qui présente Madame Denis Franco et Monsieur Lengue Malapa notamment.
maire de Douala deuxième et maire de Douala premier. Le journal nous le dit donc, le journal qui parle aussi de l'affaire EEC et nous fait savoir qu'après le verdict de la Cour d'appel, une chrétienne des États-Unis épingle le président sortant. Alors, le journal Le Jour donne la parole ce matin au chairman du SDF, du Social Democratic Front, le chairman qui, dans un entretien, revient amplement sur la situation dans la région du sud-ouest et du nord-ouest, Nijon Fondi, qui déclare notamment, et c'est ce qui est repris en grande une, j'ai peur pour notre pays. Affaire Mida, la guerre des chiffres dans les colonnes du journal Le Jour, ce matin avec donc des chiffres qui s'entrechoquent, qui sont publiés par par l'administration et même par quelques personnes autour de ce Mida, en tout cas des chiffres qui se font la guerre. Donc le journal Le Jour en parle ce matin. Le Financier d'Afrique parle de réglementation à sa une. Le Financier d'Afrique qui parle de ces 3 projets de texte COBAC sur les établissements de services. Et ces règlements sont relatifs aux services de paiement aux prestataires de ce nouveau secteur d'activité ainsi qu'aux normes prudentielles applicables aux établissements de paiement. Et la météo ce matin parle de la présidentielle 2018 et de ces 62 millions de francs CFA mobilisés. La Mofou et Afamba casse la tirelire. Le pactole vendredi en fou, c'est le fruit des contributions des élites et autres du département qui par ailleurs réitère l'appel à candidature de Paul Biya. Justement sur cette actualité émergence, le quotidien restant sur la présidentielle 2018 présente les visages de ceux qui cotisent pour la campagne de Paul Biya, des ministres, des directeurs généraux, des présidents de conseils d'administration de sociétés et d'entreprises publiques. Plus de 176 millions de francs CFA déjà collectés pour les besoins de cette cause, cette campagne du président de la République. 4 départements dans la région du centre se détachent du lot avec ces différentes contributions. CDC at the front page of le quotidien Emergence this morning. More than 3,500 workers may lose jobs due to the Anglophone crisis. That was said by Emergence, le quotidien. Et puis le journal Le Quotidien de l'économie qui parle de prospective et du FECOM qui est à l'épreuve du financement de la décentralisation. Une réflexion contenue dans un ouvrage collectif apparaît sur les établissements publics administratifs et des sociétés d'État éclair sur le nouveau rôle du Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale, nous dit le journal. Mutation parle de la Coupe du Monde Russie 2018 en grande une et parle de cette bataille autour des droits de retransmission au Cameroun. Le journal qui présente une enquête sur une duel à distance, donc à lire dans ces colonnes. Voilà qui nous permet de sortir de ces grandes unes et de retrouver nos invités sur ce plateau. Camille Nélé, bonjour. Bonjour Éric Martial Diomo, bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision, bonjour à Casimir Désiré Tanier et bonjour à tous ceux qui, comme moi, ont sursauté devant ces titres d'un journal paru ce jour qui fait le décompte, qui aligne les personnes, les élites, des personnalités qui sont en train de rassembler de l'argent, de cotiser de l'argent pour la campagne du président de la République pour qu'il puisse payer sa caution. C'est tout simplement ridicule. On ne comprend pas que dans un pays pauvre, très endetté, il est vrai que notre président vient de s'acheter 2 voitures à 1 milliard de francs, mais qu'on ne comprend pas que des personnes sensées et qui ont de plus de responsabilités fassent tout un cinéma pour démontrer à la population et qui elle-même, parce que aller dans ces départements où les gens cotisent des centaines de millions, vous allez trouver des gens qui n'ont même pas de leur bois, qui n'ont pas d'électricité, mais ils cotisent des centaines de millions de francs pour donner au président de la République, lui qui peut puiser là où il veut, qui est le candidat même du RDPC, le candidat naturel. Donc le RDPC n'a même pas de problème pour payer sa caution, mais on est en train de s'échiner pour lui démontrer que non, on paye la cotisation, on paye la caution pour toi. J'aurais été bien aise de voir que les gens cotisent pour Cabral Libye, qui n'a pas de background, qui n'a pas d'argent, ou qu'on cotise pour Matumba, mais qu'on cotise pour Paul Biya. Tout de même, c'est un peu renversant. Et moi, je pense qu'en mettant ça, les talents ça dans les journaux, ça enfonce le Cameroun davantage dans le ridicule. Casimir Désiré Tanier, bonjour. Bonjour Eric, bonjour Camille, merci.
Et lui, il a sursauté. Moi également, j'ai sursauté pour autre chose. Oui. Deux choses d'ailleurs. Vous avez annoncé tout à l'heure dans un journal 3500 personnes qui doivent perdre leur emploi du fait de la crise économique. Ça m'a fait sursauter. Crise anglophone. Du fait de la crise anglophone. La deuxième chose, lorsqu'un journal annonce à la grande une qu'une personnalité est en prison, alors qu'il n'en est rien, tout simplement pour un règlement de compte. On a parlé d'un certain monsieur Foucault Gabriel qui serait en prison, alors qu'il n'en est rien. Également, ça m'a fait sursauter. Allez, voilà, donc, et on va démarrer avec la crise anglophone qui, une fois encore, revient à la une de plusieurs journaux ce matin. La Nouvelle Expression parle de ces victimes de la crise et des visages de la tragédie en zone anglophone. C'est la une de ce journal qui fait savoir que la situation humanitaire est tout simplement des plus déplorables de ce côté-là. On note, vous avez évoqué le cas de cette entreprise qui pourrait fermer à raison de cette crise anglophone. Et donc, la situation humanitaire, Camille, elle est de plus en plus préoccupante, telle que nous dit la Nouvelle Expression. Je lève un grand coup de chapeau à la Nouvelle Expression qui, une fois de plus, a mis le doigt là où il faut. Parce que les gens s'imaginent dans leur tête, assis douettement dans les villes, ils s'imaginent que non, il y a des groupes armés qui arrivent, qui tirent les gens qui sont en train de fuir, l'armée qui est en train de tirer. Mais ils ne regardent pas le côté, l'envers du décor, c'est-à-dire que le sort des populations. Ce qui arrive au Cameroun aujourd'hui est ce qui est arrivé à beaucoup d'autres pays avant nous. On a vu des populations du Nigeria pendant la guerre du Biafra qui portent des matelas sur leur tête avec des enfants qui sont en train de mourir, des enfants qui sont en train de marcher, qui sont blessés. On a vu ces clichés au Congo, on les a vus en Centrafrique, on les voit au Soudan du Sud. Et aujourd'hui, ça arrive au Cameroun. Ce qui arrive aux autres, est arrivé aux autres, est en train de nous arriver et c'est extrêmement triste. Vous voyez donc, moi je pense que la Nouvelle Expression, en amenant les Camerounais à regarder et à faire une introspection dans le quotidien de ces personnes qui sont obligées de quitter précipitamment leur maison, sans abandonnant tout, marchant parfois à pied sur des centaines de kilomètres. Dans la brousse, sans nourriture, sans rien, il faut que les Camerounais commencent à se mettre à la place de ces pauvres frères traumatisés pour comprendre que la crise anglophone, c'est pas seulement des crépitements, c'est pas seulement une histoire de camp, mais c'est une histoire de population qui sont en train de souffrir, qui sont en train... Il y a des enfants qui meurent, on n'en parle pas. Il y a des malades qui trépassent en route et qu'on est obligé d'en tirer en route. Donc, bon, je pense que ce dossier de la Nouvelle Expression est bienvenu et permet aux uns et aux autres de comprendre, de voir l'une des facettes cachées de cette crise. Alors, Casimir Désiré-Tanier, la Nouvelle Expression, à travers ce grand reportage de Frédéric Tacan, nous présente le cas, par exemple, de ce domicile au quartier à Ankouen, où une petite maison de quelques pièces où on retrouve 60 personnes blaves, véritablement. Il y a à craindre, parce que là, ce n'est qu'un simple cliché. Oui, la Nouvelle Expression a fait mieux qu'un travail d'investigation, je dirais du journalisme de terrain, c'est-à-dire décrire la situation telle que ça se présente exactement sur le terrain. Et il ne sert à rien de rester à des milliers de kilomètres et de parler de la crise anglophone sans aller sur le terrain pour vivre ce qui se passe. Mieux encore, la Nouvelle Expression a donné des chiffres qui font froid au dos. Tenez, Éric Marcel Djomo, la Nouvelle Expression nous révèle qu'au jour d'aujourd'hui, on décompte environ 120 civils tués, 43 forces de maintien de l'ordre également qui sont passées de vie à trépas. Et lorsqu'il parle des déplacés et des réfugiés, il annonce qu'on a déjà dénombré 160 000 déplacés, dont 34 000 réfugiés seulement au Nigeria. Il est vrai qu'on n'a pas exactement de quoi apprécier ces chiffres, mais ces chiffres donnent à peu près l'ampleur des dégâts de cette crise anglophone. Et loin de là, vous avez parlé d'un cas d'une petite maisonnée qui est obligée d'abriter plus de 60 personnes. La Nouvelle Expression également est allée un peu plus loin en démontrant des familles qui ont vu leurs membres tués pendant que les autres étaient en fuite. Donc, il y a des situations très graves et aggravantes qui nous amènent à nous poser des questions au jour le jour. Est-ce que la crise anglophone viendra à s'éteindre un jour? Est-ce que les élections qui sont annoncées pour l'année 2018, et nous sommes déjà à la
2018, nous sommes en juin, la moitié de 2018. Est-ce que ces élections qu'on nous avait annoncées auront effectivement lieu? Rappelez-vous que pour les élections sénatoriales, on a été obligé de déporter certains électeurs par hélicoptère pour aller voter. Est-ce qu'on va donc déporter les gens? Un collège électoral assez réduit. Il y a beaucoup d'interrogations à partir de cette analyse et de ce reportage que la Nouvelle Expression a fait. Et vraiment, comme Camille l'a dit tout à l'heure, je crois que c'est un travail qui mérite qu'on lui tire un coup de chapeau. Alors, le jour lui donne la parole au chairman du Social Democratic Front, John Frondi, qui dit, entre autres, « J'ai peur pour notre pays ». Suffisant aussi pour peindre la situation? Il n'y a pas que lui qui a peur. Nous avons tous peur. Nous avons tous peur que cette crise s'éternise, s'enlise. Nous avons tous peur que ces groupes armés maintiennent la pression de la guérilla pendant longtemps. Parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas une guerre plus sale et plus durable que la guérilla. La guérilla peut durer 10 ans, 20 ans. C'est-à-dire que ces groupes peuvent vous emmerder pendant 20 ans. Ils sortent, ils attaquent, ils brûlent, ils vont aussi pas. Vous ne pouvez pas leur mettre la main facilement. Et quand John Frondi dit qu'il a peur, il a effectivement peur. Il y a de quoi avoir peur. Parce que la situation du Cameroun aujourd'hui est une situation assez tragique, assez tragique. Nous sommes en train de vivre une situation que nous n'avions pas connue ou que nous avions oublié depuis très très longtemps, parce que ce qui s'est même passé entre 1960 et 1970, c'était aussi une sorte de guerre de libération aussi. Mais ce qui arrive aujourd'hui est encore plus sauvage, encore plus tragique. Donc, je pense que John Frondi, aujourd'hui, en tant que leader politique, en tant que anglophone lui-même, je pense qu'il a toutes les raisons de sa crainte. En tout cas, et son initiative surtout d'aller rendre visite aux réfugiés camerounais, du réfugiés au Nigeria. Je ne pense pas que ce soit du bluff. Je ne pense pas que ce soit un coup politique. Moi, je pense que c'est d'abord un geste humain, un geste humanitaire et un geste absolument que non politique devait faire. Beaucoup d'hommes politiques devraient faire comme lui. Aller sur le terrain, rendre visite aux déplacés de Mbanga, de Mouyouka, de Mbouda. Et même lui, il a choisi le Nigeria parce que c'est de l'autre côté. Moi, je pense que ces populations-là, même si John Frondi ne leur apporte rien, il leur apportera au moins le réconfort et leur dira que non, on pense à vous, on est avec vous. Je pense que ce qu'il a, son geste aujourd'hui et sa détermination à s'impliquer à sa façon dans ce conflit, moi je pense que c'est une bonne chose. Alors, le journal Le Jour, ce matin, propose donc une interview au fleuve du chairman du SDF qui revient longuement sur ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest. Très rapidement, peut-être en 30 secondes, vous vouliez ajouter? Oui, je voulais dire que John Frondi a entièrement raison d'avoir peur pour le Cameroun, surtout parce que sur 10 régions que le Cameroun compte, 6 sont pratiquement en insécurité. Lorsque vous voyez ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest, ça fait déjà 2 régions. Toute la région septentrionale, c'est-à-dire de l'Adamawa au nord en passant par l'extrême nord, est menacée par Boko Haram. L'extrême nord, également, l'est, je vais dire, est également menacé avec les histoires de les Antilles, Balaka, les Séléka et tout ce qui vient de la République centrafricaine. Ça fait pratiquement 6 régions qui sont en insécurité et je crois que John Frondi a raison d'avoir peur pour le Cameroun. Alors, on va passer à un autre sujet avec notamment le journal Émergence et bien entendu le journal La Météo. On parle là de ces personnes, ces contributeurs. Camille Nélé l'évoquait en début d'émission. La Météo qui présente les visages, la Météo qui parle comme d'un trophée de 62 millions que la Mofou et Afamba a cassé sa tirelire pour la campagne du président de la République, Paul Biya, et le journal Émergence, le quotidien, qui présente les visages de ceux-là qui cotisent pour la campagne de Paul Biya. On se rend compte que ce sont des personnes bien connues, ce sont des élites, ce sont des administrateurs, ce sont des directeurs généraux, ce sont des présidents de conseil d'administration, ce sont des ministres et assimilés. Commentaire, Casimir. Oui, le ridicule ne tue plus le Camerounais. Éric Martial, vous avez vu, après la flopée des appels à candidature ridicules, parce que comme Camille l'a signalé tout à l'heure, Biya n'a pas besoin. Biya est le candidat naturel du RDPC. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, Biya n'est pas dans une situation d'indigence financière au point de demander qu'on lui cotise pour sa campagne. Biya a suffisamment de ressources pour gérer sa campagne. Et au-delà de Biya, le RDPC n'est pas un parti mendiant, ne doit pas faire dans la mendicité. Ça, c'est pratiquement la mendicité. Et moi, je rappelle ici que c'est dans la Léquier
que cette histoire a commencé avec Eyebe Aïssi, qui est le ministre de l'Agriculture. Et vous savez que les Camerounais aiment bien faire dans le suivisme. Donc, lorsque une personne a commencé une action, surtout qu'il faut protéger son gombo, c'est ça, de ça qu'il s'agit. Il faut que les ministres et les autres estampantins du régime essayent de protéger leur gombo. Et c'est pour ça que, par tous les moyens, il faut démontrer au prince qu'on est prêt à mourir avec lui ou à mourir pour lui. Alors Camille, on voit là la contradiction entre les deux journaux, la météo qui parle de cette somme ronflante, la meuf Wafamba qui casse sa tirelire, et de l'autre côté, on voit bien, du côté du journal L'Émergence, voilà, qu'il est question de démontrer aux Camerounais que voici ses contributeurs pour la campagne de Paul Biya. On n'a jamais vu ça dans aucun pays au monde, où des ministres et des directeurs généraux cotisent pour la caution du candidat. Un grand renfort médiatique. De publicité. On n'a jamais vu ça. Et moi, je pense que si le Cameroun est en train de vouloir sortir sa particularité, une fois de plus, il a sorti une invention, mais seulement dans la négativité. Dans un pays pauvre, très endetté comme le Cameroun, et dans des départements pauvres comme ceux-là, où on trouve des paysans qui n'ont même pas de quoi acheter les intrants pour leur propre plantation derrière leur maison, ou des populations qui n'ont pas d'électricité, qui n'ont pas d'eau courante. Et ces populations, quand elles entendent que les personnes nommées par le régime cotisent des centaines de millions, alors que ces centaines de millions auraient pu être mises à la disposition de la viabilisation du village, de l'approvisionnement des centres de santé en médicaments et tout ça. Ils comprennent tous en disant qu'on vous donne ça, monsieur le chef de l'État. Mais eux-mêmes, ils prennent l'argent où? Quel est le salaire d'un ministre? Quel est le salaire d'un directeur général? Pour que vous vous retrouviez avec 160 millions. Et on parle de tirelire. Donc, il y a des départements qui ont une tirelire où ils gardent l'argent en se disant que dans 5 ans, on va cotiser pour le président de la République. Non, écoutez, arrêtons cela. Et les personnes qui le font, ce sont des professeurs d'université, ce sont de hauts diplômés, ce sont de hauts commis de l'État. Ils n'ont pas honte, que leurs enfants... Dans quel registre est-ce que vous placez ça? Mais non, moi, je place ça dans le registre comment est-ce qu'on peut appeler ça? D'un clientélisme absolument abracadabrant. C'est-à-dire qu'on veut démontrer au président, non, on vous aime, excellence, c'est pour ça que nous cotisons. Pour cotiser quoi? On a déjà vu ça où? Et dans un pays pauvre, très endetté, et très embêté comme le Cameroun. Non, ce n'est pas sûr. Que ces ministres cotisent d'argent pour les envoyer pour les victimes de la crise anglophone, mais pas pour le président de la République, qui lui, le RDPC, c'est le parti qui est, comme dit quelqu'un, proche, mais alors très proche du pouvoir. Il a suffisamment de militants pour cotiser. Le RDPC a toujours cotisé de l'argent pour le candidat qu'il investit. Comment voulez-vous que des personnes qui sont certes des militants en dehors de cette cotisation officielle fassent autant de gesticulations publiques pour dire que non, nous cotisons pour notre candidat? Non. Au lieu de cotiser pour l'éducation, au lieu de cotiser pour les routes, pour l'eau, pour la santé, pour tout cela, on préfère, c'est un peu comme si un verre était trop plein et vous essayez encore d'y ajouter alors que ce verre n'en a vraiment plus besoin. Voilà qui est dit. On va aborder un autre sujet. Il s'agit de la une du jeune enquêteur, ces chefs supérieurs qui embarrassent finalement leur peuple. C'est vrai que de plus en plus de journaux fustigent l'attitude de ces chefs traditionnels qui, comme l'ont relevé le rédacteur du jeune enquêteur, sont ministres, députés, sénateurs, maires, une situation qui les met en porte-à-faux d'une certaine façon avec leur peuple. Ce qui est une entrave, ou ce qui, selon le journal Le Jeune Enquêteur, tend à tuer ou à annihiler l'autorité traditionnelle. Oui, Eric, vous savez que moi qui suis de l'Ouest, chez nous, le chef traditionnel, le chef supérieur, est une personnalité sacrée. Et tous les œuvres, tous les actes d'un chef doivent être sacrés. Et le peuple doit obéissance totale à leur chef. Mais quand vous voyez un chef qui s'engage en politique, que ce soit derrière, très souvent, c'est toujours derrière le parti au pouvoir, alors que dans le village, il y a des opposants, il y a des leaders politiques, il y a d'autres partis politiques, regardez un peu dans quel genre d'embarras les populations se retrouvent. Et non seulement cela, nous avons assisté à une sorte de dualité que le gouvernement a essayé de placer entre deux villages, par exemple. Lorsqu'un chef traditionnel, vous savez que les chefs supérieurs dans l'ensemble se valent, lorsqu'un chef traditionnel a pour suppléant
un autre chef traditionnel d'un autre village. Vous voyez un peu comment ça se passe. C'est un peu comme si le village qui a le titulaire était supérieur au village qui a le suppléant. Et les habitants, les ressortissants des deux villages se posent un peu en rivalité. Donc, vous voyez, on se retrouve dans une sorte d'embarras. Et nous avons cité quelques-uns. Je vais prendre deux exemples. Ibrahim Bombo Dioya, qui, il y a quelque temps, a embarrassé les gens en demandant la tenue à tout prix d'un congrès extraordinaire pour désigner le candidat du RDPC. Alors qu'il sait très bien que le candidat du RDPC est là. Il l'a fait parce qu'il fallait, et vous savez que dans le Noun, il est toujours en dualisme entre lui, il y a toujours un dualisme entre lui et Ibrahim et Damdioya qui est président de l'UDC. Chief Moukete a fait une sortie récemment qui également a totalement embarrassé tout le monde. Donc, de l'autre côté, vous avez tous ces chefs traditionnels qui sont nommés suppléants et autres, et qui sont nommés ministres. Il y en a même qui, le jour du vote, vient avec une chaise pour s'asseoir à côté de l'isoloir pour contrôler qui a voté pour qui. Et justement, ça fait des pressions inutiles. Donc, je crois qu'il faudrait que l'on revienne un peu à la normale. On ne continue pas. À l'orthodoxie traditionnelle. Alors, Camille, est-ce que, à la longue, cela pourrait complètement effacer, altérer l'autorité traditionnelle dans notre pays? Donc, moi, je pense que cela va tout simplement contribuer à enlaidir l'autorité traditionnelle. Quand Casimir parle de ces chefs qui sont ministres, qui sont directeurs généraux, non, vous savez, il y a même beaucoup de directeurs généraux qui étaient d'abord directeurs généraux et avec leur argent et leur puissance sont devenus chefs. Ils sont allés acheter la chefferie, alors qu'ils ne descendent pas de la chefferie. Mais ne parlons pas de cela, parce qu'il y en a plein dans le gouvernement que vous entendez Sa Majesté, Monsieur le Ministre, c'est tout simplement ridicule. Mais là où moi je trouve que les chefs supérieurs embarrassent leur population, c'est quand vous voyez un chef qui prend la parole pour dire que le chef de Tan, le village de Tan soutient le candidat du RDPC, soutient Paul Biya. Ou alors un groupe de chefs s'assoit sans consulter leur population pour dire que non, nous les chefs de Tan, nous soutenons la candidature de Paul Biya, nous appelons Paul Biya à se présenter. Non, est-ce que ces chefs ont consulté leur population? Les chefs traditionnels sont des hommes et les chefs traditionnels sont libres. Est-ce qu'ils ne sont pas finalement obligés au regard du contexte, vu que certains chefs vous font savoir que si ce n'est pas fait comme ça, eh bien leurs localités ne seront pas développées. Quand ce n'est pas les chefs qui le disent, ce sont les élites proches du pouvoir qui le disent. Mais je ne sais pas, ces élites-là sont nommées, et cela rejoint d'ailleurs cette autre pratique bizarre et tout aussi ridicule de ces... de ces agapes que l'on voit dans les villages après la nomination d'un ministre. Immédiatement, vous voyez les populations de tel remercier le chef de l'État. On ne sait pas si le chef de l'État avait consulté ces populations avant de nommer un ministre. Mais non, moi, ce que je voulais dire pour terminer, c'est que les chefs sont des hommes politiques, sont des hommes dont ils ont le droit d'avoir des options politiques, des opinions politiques. Mais il ne faut pas que ces chefs-là parlent au nom de leur population. Parce que si ces chefs demandaient l'opinion de leur population... Pas consulté. Ils n'ont pas consulté, mais ils disent qu'ils soutiennent Tan. Ils s'insurgent contre ceci. Ils font cela. Non, ce sont des hommes qui parlent pour eux. Bon, il est vrai qu'aujourd'hui aussi, les chefs sont devenus des auxiliaires de l'administration. Ça veut dire qu'ils ont un salaire. Mais ce n'est pas, en soutenant, on n'a pas tant qu'ils n'auront pas leur salaire. Mais seulement, il faut dire, et vraiment il faut le dire à ces chefs en les regardant droit dans les yeux, que ces chefs-là commencent à perdre du crédit aux yeux de leur population quand ils prennent position, surtout pour le parti au pouvoir, sans avoir consulté leur population. Et que dire d'un chef qui s'engage en politique et qui se retrouve, par exemple, dans le cadre d'une élection, à compétir avec un de ces sujets? Voilà, vous avez parlé de vos origines et certainement, même ailleurs, c'est pas toujours digeste. Oui, parce que quand le chef perd une élection face à son peuple, c'est le désaveu total. Et je vous ai dit tout à l'heure que le chef doit être une institution même sacrée. Quand le chef se retrouve face à un de ses concitoyens et que le résultat n'est pas favorable au chef, vous voyez dans quel genre de situation on se retrouve et ce n'est pas vraiment guère. Oui, forcément on comprend que ça embarrasse aussi les populations. On va évoquer l'église évangélique du Cameroun et le verdict de la cour d'appel qui a été rendu en défaveur du bureau élu du côté de Ngaoundéré. Verdict salué par la partie
parti adverse et le journal, le jeune enquêteur, nous fait savoir qu'une chrétienne des États-Unis épingle le président sortant. Alors Camille Nélé, on n'est pas au bout du tunnel avec cette affaire Église évangélique du Cameroun. On n'est pas au bout du tunnel parce qu'après la Cour d'appel, forcément, il est à prévoir que le président sortant, qui n'en démord toujours pas, va saisir, va se pourvoir en cassation. Mais vous savez que pour que cette cassation, pour que ce dossier soit enrôlé, il faudrait bien qu'il y ait de nouveaux éléments. Mais s'il n'y a pas de nouveaux éléments, le dossier peut tout simplement être rejeté. Mais vous savez très bien que vous pouvez imaginer que les choses ne s'en tiendront pas là. C'est vrai que les activités du bureau ont été suspendues par le tribunal non, d'abord par le tribunal de première instance. Ensuite, le verdict a été maintenu, vient d'être maintenu par la Cour d'appel. Bon, évidemment, le bureau sortant n'est pas prêt à déposer les gants, mais je vous dis que l'affaire EEC n'est pas au bout de... On n'est pas prêt de voir la fin. Casimir. Moi, je crois qu'au bout de toute cette histoire, où vous avez vu des pasteurs qui s'insultent sur la chair, vous avez vu des églises qui ont été scellées, vous avez vu des bagarres entre pasteurs, vous avez vu même toute une meute de pasteurs qui sont allés, s'ils se sont mobilisés pour aller au tribunal, un peu comme si leur présence pouvait changer quelque chose. Malheureusement, le tribunal, la cour d'appel est restée froide et a rendu son verdict en âme et conscience. Et depuis que l'affaire a commencé, vous allez voir que la tendance au niveau de la justice tourne toujours du côté, d'un seul côté. Et donc le bureau élu de Gaoundéré a perdu pratiquement tous les procès. Mais je crois au bout du compte, il faudrait que les chrétiens reviennent un peu sur terre et qu'ils sachent que ce n'est pas l'Église qui sauve. L'Église, c'est une institution, mais c'est la foi de chacun qui le sauve. Il faudrait que chacun revienne à sa foi, fasse confiance à sa foi, et que quand on va à l'église, on ne va pas pour le pasteur, qui peut être pour tel ou tel autre camp, mais que chacun aille à l'église pour lui-même, pour soi-même, pour prier son Dieu et ne pas tenir compte de tous les clivages et de toutes les oppositions. Parce que pratiquement l'église évangélique au Cameroun aujourd'hui est scindée en deux. Il y a un camp qui est pro prison mongolais et l'autre camp qui est pro Ndjetoya. Et vous avez vu avec la lettre de cette chrétienne qui est aux États-Unis, qui le démontre aujourd'hui que si l'église évangélique en est arrivée là, c'est l'affaire d'une et une seule personne. Il s'agit de Isaac Batomen, qui était le président sortant, qui, d'après cette chrétienne, a tué l'église évangélique au Cameroun, en France, aux États-Unis, et qui est en train de le continuer, et qui aujourd'hui se réfugie aux États-unis. Bon, donc c'est son avis à elle, parce que d'autres viendront. C'est un avis avec des faits palpables et concrets. Oui, voilà. C'est son avis à elle. C'est son avis, et c'est tout comme de l'autre côté en face, on va trouver des gens qui vont trouver. Forcément. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, avec cette crise au sein de l'église évangélique, on réalise que même les églises sont devenues politisées. Absolument. C'est une question d'élection, parce que moi je pense qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait une élection, et que l'élection aux États-Unis soit une question comme aux États-Unis ou comme en France, où il faut vraiment que les gens s'insultent, Non, c'est une question de foi, on doit servir Dieu, et on doit même, moi je pense, comme ça a commencé à l'église évangélique, parce que c'était une sorte de consensus, où les choses se passaient de façon fluide, sans bruit, et là aujourd'hui, avec des considérations extra-religieuses, on en arrive là. Alors messieurs, en une minute, je voudrais que l'on sorte avec cette autre information, contenue dans la nouvelle expression, on parle de gouvernance et de ce rapport de la World Bank Group qui démontre comment l'émergence à l'horizon 2035 tamponnée par le président de la République est tout simplement une chimère par le pillage à ciel ouvert des ressources publiques. Et justement, dans ce rapport, l'on fait savoir que tant qu'il n'y aura pas une réorientation de la dépense, le journal cite d'ailleurs un certain nombre de dépenses de l'administration publique en général et financière, les frais de représentation, les frais de mission, les frais de cérémonie, les frais de carburant, les frais de voyage, les frais de services extérieurs, tant qu'il n'y a pas cette réorientation, eh bien, l'émergence reste une chimère. Alors, en quelques secondes, je souhaiterais que chacun puisse réagir dessus. Casimir? Oui, j'ai juste un petit mot. À quoi servent toutes ces structures, toutes ces panoplies de structures qui ont été créées pour lutter contre
les détournements de deniers publics et l'enrichissement illicite. Vous avez vu, il y a le CONSUP, il y a la NIF, il y a même la Cour des comptes, il y a la CONAC et surtout le TCS. À quoi servent finalement toutes ces structures-là? Moi, je crois que c'était tout simplement des structures budgétivores qui sont là uniquement et qui continuent à nous engouffrer pour un pays pauvre très entêté comme ce rapport de la World Bank Group, Camille. Ce rapport de la World Bank, moi je commence d'abord par l'émergence annoncée par le président de la République. Était-il sincère quand il annonçait l'émergence pour à l'horizon 2030? C'est pour ça que je dis, il disait à l'horizon. Alors l'horizon c'est avant. Ah, ça veut dire que c'est pas. Alors ce n'était déjà pas évident. Mais seulement était-il sincère? Oui, peut-être qu'il peut être sincère, mais seulement il sait très bien qu'en 2035, lui-même, s'il est encore vivant, il aura 105 ans. Donc je crois que cette émergence, personne n'y a cru, beaucoup de gens n'y ont pas cru, même si les ministres annoncent souvent cette formule à la fin de leur discours pour meubler leur discours, mais avec l'état du Cameroun, l'état actuel économique du Cameroun, l'état de dégradation de notre économie. Et regardez, un pays émergent comme le Cameroun ne peut pas continuer à se contenter de poteaux électriques en eucalyptus. C'est-à-dire qu'avant 1960, les poteaux électriques, vous pouvez le vérifier là en bas, étaient en béton. Ils sont là jusqu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on a des poteaux en eucalyptus qui font 3, 4, 5, 6 mois, qui se cassent et qu'on remplace parce que et qu'on n'arrive même pas à remplacer. Parce que ces eucalyptus sont puisés dans la plantation d'une seule haute personnalité de cette République. La deuxième personnalité. On va sortir, messieurs. Merci. C'est la deuxième personnalité. Merci aussi pour la précision. Merci Camille, merci Casimir. Merci à vous qui êtes restés en notre compagnie, madame, monsieur. Nous vous souhaitons de passer une excellente journée en compagnie des programmes d'Equinox Télévision. Demain sera un autre jour. Nous serons là pour un autre numéro. Au revoir. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous... Élections sénatoriales, on a été obligé de déporter certains électeurs par hélicoptère pour aller voter. Est-ce qu'on va donc déporter les gens? Un collège électoral assez réduit. Il y a beaucoup d'interrogations à partir de cette analyse et de ce reportage que la Nouvelle Expression a fait. Et vraiment, comme Camille l'a dit tout à l'heure, je crois que c'est un travail qui mérite qu'on lui tire un coup de chapeau. Alors, le jour, lui donne la parole au chairman du Social Democratic Front, Ni John Fondi, qui dit, entre autres, « J'ai peur pour notre pays ». Suffisant aussi pour peindre la situation? Il n'y a pas que lui qui a peur. Nous avons tous peur. Nous avons tous peur que cette crise s'éternise, s'enlise. Nous avons tous peur que ces groupes armés maintiennent la pression de la guérilla pendant longtemps. Parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas une guerre plus sale et plus durable que la guérilla. La guérilla peut durer 10 ans, 20 ans. C'est-à-dire que ces groupes peuvent vous emmerder pendant 20 ans. Ils sortent, ils attaquent, ils brûlent, ils vont aussi pas. Vous ne pouvez pas leur mettre la main facilement. Et quand John Fondi dit qu'il a peur, il a effectivement peur. Il y a de quoi avoir peur. Parce que la situation du Cameroun aujourd'hui est une situation assez tragique, assez tragique. Nous sommes en train de vivre une situation que nous n'avions pas connue ou que nous avions oublié depuis très très longtemps, parce que ce qui s'est même passé entre 1960 et 1970, c'était aussi une sorte de guerre de libération aussi. Mais ce qui arrive aujourd'hui est encore plus sauvage, encore plus tragique. Donc, je pense que John Fondi, aujourd'hui, en tant que leader politique, en tant que anglophone lui-même, je pense qu'il a toutes les raisons de sa crainte. En tout cas, et son initiative surtout d'aller rendre visite aux réfugiés camerounais, du réfugiés au Nigeria. Je ne pense pas que ce soit du bluff, je ne pense pas que ce soit un coup politique. Moi, je pense que c'est d'abord un geste humain, un geste humanitaire, et un geste absolument que non politique devait faire. Beaucoup d'hommes politiques devraient faire comme lui, aller sur le terrain, rendre visite aux déplacés de Mbanga, de Mouyouka, de Mbouda, et même lui, il a choisi le Nigeria parce que c'est de l'autre côté. Moi, je pense que ces populations-là, même si John Fondi ne leur apporte rien, il leur apportera au moins le réconfort et leur dira que non, on pense à vous, on est avec vous. Donc, je pense que ce qu'il a
son geste aujourd'hui et sa détermination à s'impliquer à sa façon dans ce conflit, moi je pense que c'est une bonne chose. Alors, Camille, le journal Le Jour, ce matin, propose donc une interview au fleuve du chairman du SDF qui revient longuement sur ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest. Très rapidement, peut-être en 30 secondes, vous vouliez ajouter? Oui, je voulais dire que John Foudi a entièrement raison d'avoir peur pour le Cameroun, surtout parce que sur 10 régions que le Cameroun compte, 6 sont pratiquement en insécurité. Lorsque vous voyez ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest, ça fait déjà 2 régions. Toute la région septentrionale, c'est-à-dire de l'Adamawa au nord en passant par l'extrême nord, est menacée par Boko Haram. L'extrême nord, également, l'est, je vais dire, est également menacé avec les histoires de les anti-Balaka, les Seleka et tout ce qui vient de la République centrafricaine. Ça fait pratiquement 6 régions qui sont en insécurité et je crois que John Fondi a raison d'avoir peur pour le Cameroun. Alors, on va passer à un autre sujet avec notamment le journal Émergence et bien entendu le journal La Météo. On parle là de ces personnes, ces contributeurs. Camille Nélé l'évoquait en début d'émission. La Météo qui se présente les visages, la Météo qui parle comme d'un trophée de 62 millions que la Mofou et Afamba cassé sa tirelire pour la campagne du président de la République, Paul Biya, et le journal Émergence, le quotidien, qui présente les visages de ceux-là qui cotisent pour la campagne de Paul Biya. On se rend compte que ce sont des personnes bien connues, ce sont des élites, ce sont des administrateurs, ce sont des directeurs généraux, ce sont des présidents de conseil d'administration, ce sont des ministres et assimilés. Commentaire, Casimir. Oui, le ridicule ne tue plus le Camerounais. Éric Martial, vous avez vu, après la flopée des appels à candidature ridicules, parce que comme Camille l'a signalé tout à l'heure, Biya n'a pas besoin. Biya est le candidat naturel du RDPC. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, Biya n'est pas dans une situation d'indigence financière au point de demander qu'on lui cotise pour sa campagne. Biya a suffisamment de ressources pour gérer sa campagne. Et au-delà de Biya, le RDPC n'est pas un parti mendiant, ne doit pas faire dans la mendicité. Ça, c'est pratiquement la mendicité. Et moi, je rappelle ici que c'est dans la Léquier que cette histoire a commencé avec Eyebe Aïssi, qui est le ministre de l'Agriculture. Et vous savez que les Camerounais aiment bien faire dans le suivisme. Donc, lorsque une personne a commencé une action, surtout qu'il faut protéger son gombo, c'est ça, de ça qu'il s'agit. Il faut que les ministres et les autres estampantins du régime essayent de protéger leur gombo, et c'est pour ça que par tous les moyens, il faut démontrer au prince qu'on est prêt à mourir avec lui ou à mourir pour lui. Alors Camille, on voit là la contradiction entre les 2 journaux, La Météo qui parle de cette somme ronflante, la Mofou Afamba qui casse sa tirelire, et de l'autre côté, on voit bien, du côté du journal L'Émergence, voilà, qu'il est question de démontrer aux Camerounais que voici ces contributeurs pour la campagne de Paul Biya. On n'a jamais vu ça dans aucun pays au monde, où des ministres et des directeurs généraux cotisent pour la caution du candidat. Grand renfort médiatique. De publicité. On n'a jamais vu ça. Et moi, je pense que si le Cameroun est en train de vouloir sortir sa particularité, une fois de plus, il a sorti une invention, mais seulement dans la négativité. Dans un pays pauvre, très endetté comme le Cameroun, et dans des départements pauvres comme ceux-là, où on trouve des paysans qui n'ont même pas de quoi acheter les intrants pour leur propre plantation derrière leur maison, ou des populations qui n'ont pas d'électricité, qui n'ont pas d'eau courante. Et ces populations, quand elles entendent que les personnes nommées par le régime cotisent des centaines de millions, alors que ces centaines de millions auraient pu être mises à la disposition de la viabilisation du village, de l'approvisionnement des centres de santé en médicaments et tout ça. Ils comprennent tout ça en disant qu'on vous donne ça, monsieur le chef de l'État. Mais eux-mêmes, ils prennent l'argent où? Quel est le salaire d'un ministre? Quel est le salaire d'un directeur général? Pour que vous vous retrouviez avec 160 millions. Et on parle de tirelire. Donc, il y a des départements qui ont une tirelire où ils gardent l'argent en se disant que dans 5 ans, on va cotiser pour le président de la République. Non, écoutez, arrêtons cela. Et les personnes qui le font, ce sont des professeurs d'université, ce sont de hauts diplômés, ce sont de hauts commis de l'État. Ils n'ont pas honte, que leurs enfants... Dans quel registre est-ce que vous placez ça? Mais non, moi, je place ça dans le registre comment est-ce qu'on peut appeler ça? D'un clientélisme absolument abracadabrant.
C'est-à-dire qu'on veut démontrer au président, non, on vous aime excellent, c'est pour ça que nous cotisons. Pour cotiser quoi? On a déjà vu ça où? Et dans un pays pauvre, très endetté, et très embêté comme le Cameroun. Non, ce n'est pas sûr. Que ces ministres cotisent de l'argent pour les envoyer pour les victimes de la crise anglophone, mais pas pour le président de la République, qui lui, le RDPC, c'est le parti qui est, comme dit quelqu'un, proche, mais alors très proche du pouvoir. Il a suffisamment de militants pour cotiser. Le RDPC a toujours cotisé de l'argent pour le candidat qu'il investit. Comment voulez-vous que des personnes qui sont certes des militants en dehors de cette cotisation officielle fassent autant de gesticulations publiques pour dire que non, nous cotisons pour notre candidat? Non. Au lieu de cotiser pour l'éducation, au lieu de cotiser pour les routes, pour l'eau, pour la santé, pour tout cela, on préfère, c'est un peu comme si un verre était trop plein et vous essayez encore d'y ajouter alors que ce verre n'en a vraiment plus besoin. Voilà qui est dit. On va aborder un autre sujet. Il s'agit de la une du jeune enquêteur, ces chefs supérieurs qui embarrassent finalement leur peuple. C'est vrai que de plus en plus de journaux fustigent l'attitude de ces chefs traditionnels qui, comme l'ont relevé le rédacteur du jeune enquêteur, sont ministres, députés, sénateurs, maires, une situation qui les met en porte-à-faux d'une certaine façon avec leur peuple. Ce qui est une entrave, ou ce qui, selon le journal Le Jeune Enquêteur, tend à tuer ou à annihiler l'autorité traditionnelle. Oui, Eric, vous savez que moi qui suis de l'Ouest, chez nous, le chef traditionnel, le chef supérieur, est une personnalité sacrée. Et tous les œuvres, tous les actes d'un chef doivent être sacrés. Et le peuple doit obéissance totale à leur chef. Mais quand vous voyez un chef qui s'engage en politique, que ce soit derrière, et très souvent, c'est toujours derrière le parti au pouvoir, alors que dans le village, il y a des opposants, il y a des leaders politiques, il y a d'autres partis politiques, regardez un peu dans quel genre d'embarras les populations se retrouvent. Et non seulement cela, nous avons assisté à une sorte de dualité que le gouvernement a essayé de placer entre deux villages, par exemple. Lorsqu'un chef traditionnel, vous savez que les chefs supérieurs dans l'ensemble se valent, lorsqu'un chef traditionnel a pour suppléant un autre chef traditionnel d'un autre village, vous voyez un peu comment ça se passe. C'est un peu comme si le village qui a le titulaire était l'attention mérite d'être portée. Et puis, le journal parle aussi d'élections municipales avec deux maires qui sont sûrs d'être réélus à Douala, nous dit le jeune enquêteur qui présente Mme Denis Franco et M. Lengue Malapa, notamment maire de Douala 2e et maire de Douala 1er. Le journal nous le dit donc, le journal qui parle aussi de l'affaire EEC et nous fait savoir qu'après le verdict de la Cour d'appel, une chrétienne des États-Unis épingle le président sortant. Alors, le journal Le Jour donne la parole ce matin au chairman du SDF, du Social Democratic Front, le chairman qui, dans un entretien, revient amplement sur la situation dans la région du sud-ouest et du nord-ouest, Ni John Fondi, qui déclare notamment, et c'est ce qui est repris en grande une, j'ai peur pour notre pays. Affaire Mida, la guerre des chiffres dans les colonnes du journal Le Jour, ce matin avec donc des chiffres qui s'entrechoquent, qui sont publiés par par l'administration et même par quelques personnes autour de ce Mida, en tout cas des chiffres qui se font la guerre. Donc le journal Le Jour en parle ce matin. Le Financier d'Afrique parle de réglementation à sa une. Le Financier d'Afrique qui parle de ces 3 projets de texte au COBAC sur les établissements de services. Et ces règlements sont relatifs aux services de paiement aux prestataires de ce nouveau secteur d'activité ainsi qu'aux normes prudentielles applicables aux établissements de paiement. Et la météo ce matin parle de la présidentielle 2018 et de ces 62 millions de francs CFA mobilisés. La Mofo et Afamba casse la tirelire. Le pactole vendredi en fou, c'est le fruit des contributions des élites et autres du département qui par ailleurs réitère l'appel à candidature de Paul Biya. Justement sur cette actualité émergence, le quotidien restant sur la présidentielle 2018 présente les visages de ceux qui cotisent
cotise pour la campagne de Paul Biya, des ministres, des directeurs généraux, des présidents de conseils d'administration de sociétés et d'entreprises publiques. Plus de 176 millions de francs CFA déjà collectés pour les besoins de cette cause, cette campagne du président de la République. 4 départements dans la région du centre se détachent du lot avec ces différentes contributions. CDC at the front page of Le Quotidien Emergence this morning. More than 3,500 workers may lose jobs due to the Anglophone crisis. That was said by Emergence Le Quotidien. Et puis le journal Le Quotidien de l'économie qui parle de prospective et du FECOM qui est à l'épreuve du financement de la décentralisation. Une réflexion contenue dans un ouvrage collectif apparaît sur les établissements publics administratifs et des sociétés d'État éclair sur le nouveau rôle du Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale, nous dit le journal. Mutation parle de la Coupe du Monde Russie 2018 en grande une et parle de cette bataille autour des droits de retransmission au Cameroun. Le journal qui présente une enquête sur une duel à distance, donc à lire dans ces colonnes. Voilà qui nous permet de sortir de ces grandes unes et de retrouver nos invités sur ce plateau. Camille Nélé, bonjour. Bonjour. Éric Martial Diomo, bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision, bonjour à Casimir Désiré Tanier et bonjour à tous ceux qui, comme moi, ont sursauté devant ces titres d'un journal paru ce jour qui fait le décompte, qui aligne les personnes, les élites, des personnalités qui sont en train de rassembler de l'argent, de cotiser de l'argent pour la campagne du président de la République pour qu'il puisse payer sa caution. C'est tout simplement ridicule. On ne comprend pas que dans un pays pauvre, très endetté, il est vrai que notre président vient de s'acheter 2 voitures à 1 milliard de francs, mais qu'on ne comprend pas que des personnes sensées et qui ont de plus de responsabilités fassent tout un cinéma pour démontrer à la population et qui elle-même, parce que aller dans ces départements où les gens cotisent des centaines de millions, vous allez trouver des gens qui n'ont même pas de leur bois, qui n'ont pas d'électricité, mais ils cotisent des centaines de millions de francs pour donner au président de la République, lui qui peut puiser là où il veut, qui est le candidat même du RDPC, le candidat naturel. Donc le RDPC n'a même pas de problème pour payer sa caution, mais on est en train de s'échiner pour lui démontrer que non, on paye la cotisation, on paye la caution pour toi. J'aurais été bien aise de voir que les gens cotisent pour Cabral Libé, qui n'a pas de background, qui n'a pas d'argent, ou qu'on cotise pour Matumba, mais qu'on cotise pour Paul Biya. Tout de même, c'est un peu renversant. Et moi, je pense qu'en mettant ça, les talents ça dans les journaux, ça enfonce le Cameroun davantage dans le ridicule. Casimir Désiré Tanier, bonjour. Bonjour Eric, bonjour Camille, merci. Et lui, il a sursauté. Moi également, j'ai sursauté pour autre chose. Oui. 2 choses d'ailleurs. Vous avez annoncé tout à l'heure dans un journal 3500 personnes qui doivent perdre leur emploi du fait de la crise économique. Ça m'a fait sursauter. Crise anglophone. Du fait de la crise anglophone. La deuxième chose, lorsqu'un journal annonce à la grande une qu'une personnalité est en prison, alors qu'il n'en est rien, tout simplement pour un règlement de compte. On a parlé d'un certain monsieur Foucault Gabriel qui serait en prison, alors qu'il n'en est rien. Également, ça m'a fait sursauter. Allez, voilà, donc et on va démarrer avec la crise anglophone qui une fois encore revient à la une de plusieurs journaux ce matin. La Nouvelle Expression parle de ces victimes de la crise et des visages de la tragédie en zone anglophone. C'est la une de ce journal qui fait savoir que la situation humanitaire est tout simplement des plus déplorables de ce côté-là. On note, vous avez évoqué le cas de cette entreprise qui pourrait fermer à raison de cette crise anglophone. Et donc, la situation humanitaire, Camille Nélé, de plus en plus préoccupante, telle que nous dit la Nouvelle Expression. Je lève un grand coup de chapeau à la Nouvelle Expression qui, une fois de plus, a mis le doigt là où il faut. Parce que les gens s'imaginent dans leur tête, assis douettement dans les villes, ils s'imaginent que non, il y a des groupes armés qui arrivent, qui tirent les gens qui sont en train de fuir, l'armée qui est en train de tirer. Mais ils ne regardent pas le côté, l'envers du décor, c'est-à-dire que le sort des populations. Ce qui arrive au Cameroun aujourd'hui est ce qui est arrivé à beaucoup d'autres pays avant nous. On a vu des populations du Nigeria pendant la guerre du Biafra qui portent des matelas sur leur tête avec des enfants qui sont en train de mourir, des enfants qui sont en train de marcher, qui sont blessés. On a vu ces clichés au Congo, on les a vus en Centrafrique, on les voit au Soudan du Sud. Et aujourd'hui, ça arrive au Cameroun. Ce qui arrive aux autres, est arrivé aux autres, est en train de nous arriver et c'est extrêmement triste. Vous voyez, donc, moi je pense que la Nouvelle Expression, en amenant les Camerounais à regarder et à faire une introspection dans le quotidien de ces personnes qui sont obligées de quitter
précipitamment leur maison, sans abandonnant tout, marchant parfois à pied sur des centaines de kilomètres. Dans la brousse, sans nourriture, sans rien, il faut que les Camerounais commencent à se mettre à la place de ces pauvres frères traumatisés, pour comprendre que la crise anglophone, c'est pas seulement des crépitements, c'est pas seulement une histoire de camp, mais c'est une histoire de population qui sont en train de souffrir, il y a des enfants qui meurent, on n'en parle pas, il y a des malades qui trépassent en route et qu'on est obligé d'en tirer en route. Donc, bon, je pense que ce dossier de la nouvelle expression est bienvenu et permet aux uns et aux autres de comprendre, de voir l'une des facettes cachées de cette crise. Alors, Casimir Désiré-Tanier, la nouvelle expression, à travers ce grand reportage de Frédéric Tacan, nous présente le cas, par exemple, de ce domicile au quartier à Ankouen, où une petite maison de quelques pièces où on retrouve 60 personnes. Là, véritablement, il y a à craindre, parce que là, ce n'est qu'un simple cliché. Oui, la nouvelle expression a fait mieux qu'un travail d'investigation, je dirais du journalisme de terrain, c'est-à-dire décrire la situation telle que ça se présente exactement sur le terrain. Et il ne sert à rien de rester à des milliers de kilomètres et de parler de la crise anglophone sans aller sur le terrain pour vivre ce qui se passe. Mieux encore, la nouvelle expression a donné des chiffres qui font froid au dos. Tenez, Éric Marcel Djomo, la nouvelle expression nous révèle qu'au jour d'aujourd'hui, on décompte environ 120 civils tués, 43 forces de maintien de l'ordre également qui sont passées de vie à trépas. Et lorsqu'il parle des déplacés et des réfugiés, il annonce qu'on a déjà dénombré 160 000 déplacés, dont 34 000 réfugiés seulement au Nigeria. Il est vrai qu'on n'a pas exactement de quoi apprécier ces chiffres, mais ces chiffres donnent à peu près l'ampleur des dégâts de cette crise anglophone. Et loin de là, vous avez parlé d'un cas d'une petite maisonnette qui est obligée d'abriter plus de 60 personnes. La nouvelle expression également est allée un peu plus loin en démontrant des familles qui ont vu leurs membres tués pendant que les autres étaient en fuite. Donc, il y a des situations très graves et aggravantes qui nous amènent à nous poser des questions au jour le jour. Est-ce que la crise anglophone viendra à s'éteindre un jour? Est-ce que les élections qui sont annoncées pour l'année 2018, et nous sommes déjà à la mi-2018, nous sommes en juin, la moitié de la 2018, est-ce que ces élections qu'on nous avait annoncées auront effectivement lieu? Rappelez-vous que pour les Bonjour chers téléspectateurs, heureux de vous retrouver une fois encore pour cet autre numéro de la revue des Grandes Unes sur Equinox Télévision avec nos invités qui sont déjà en position pour commenter donc ces Grandes Unes avec nous, des Grandes Unes que nous allons découvrir. Donc à l'instant avec tout d'abord le journal La Nouvelle Expression qui titre sur la crise anglophone et sur ses victimes qui se comptent par milliers du côté de Bamenda, des déplacés partis de plusieurs localités, notamment de Ambo ou encore de Batibo, tels que relayés par le journal La Nouvelle Expression, des réfugiés ou des déplacés qui se retrouvent dans des domiciles, parfois amassés à 50 voire à 60 dans des petites bâtisses donc du côté de Bamenda. Le journal qui présente le cas typique d'une famille du côté de Nkwen, non loin donc de Bamenda, avec donc une cinquantaine de personnes qui se retrouvent dans un domicile parce que déplacées, des personnes, femmes et enfants essentiellement, qui se plaignent d'avoir tout abandonné, d'avoir parfois bravé la route à pied pour rallier la ville de Bamenda. La situation humanitaire de plus en plus inquiétante, nous dit le journal, au moment où des initiatives se multiplient pour l'assistance des victimes dans la
crise, donc dans le nord-est et le sud-est. La nouvelle expression fait le point sur l'ampleur d'une tragédie dont les facettes sont encore confusément dévoilées. La nouvelle expression qui parle aussi de gouvernance et de pillage à ciel ouvert des ressources publiques. Dans un rapport présenté le 25 mai 2018 à Yaoundé, la World Bank Group démontre comment l'émergence 2035 prônée par le président de la République est tout simplement une chimère. Du sport dans les colonnes de ce journal ce matin, avec tout d'abord cette grogne annoncée des ouvriers sur le chantier de construction du stade d'Olembe. Une partie du personnel engagé par des sociétés sous-traitants avec Grupo Pekini envisage d'observer un sitting sur le chantier ce matin. Et puis Cameroun-Russie, vers l'entrée en vigueur des extraditions. 2 textes ont été déposés à l'Assemblée nationale et suppriment notamment le territoire russe de la liste des terres d'asile en cas de poursuite pénale. Info Matin s'intéresse à la présidentielle 2018 à 131. Info Matin qui parle d'Akeremouna qui annonce une coalition. S'exprimant hier, le président du mouvement Now dit avoir déjà pris langue avec certains leaders de l'opposition pour battre le candidat du RDPC. Le candidat qui a dit avoir rencontré donc des leaders tels Maurice Kamto ou encore Joshua aussi, des candidats déclarés à la présidentielle et même Cabral Libi, et part de l'imminence de la formation d'une coalition de l'opposition pour affronter le candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le journal Le Détective qui s'intéresse ce matin à la sécurité routière et il parle du ministre des Transports, Galé Bibé, à l'épreuve de la sécurité routière. C'est la une de ce journal ce matin qui a fait savoir que la recherche d'un environnement de sécurité routière est greffée au cœur même des préoccupations du ministre en charge donc des transports qui, en synergie avec d'autres administrations concernées, dont la gendarmerie nationale, multiplie des mesures de nature à assurer la protection des usagers de la route et aussi de leurs biens. Le jeune enquêteur à sa une parle d'engagement politique, notamment des chefs traditionnels et ces chefs supérieurs qui embarrassent leur peuple, nous dit le jeune enquêteur qui met à la une quelques-uns de ces monarques, notamment le sultan Bombo Djoya, le faune Victor Moukete ou encore le lamido Halim Ayatou. Ils sont ministres, ils sont députés, ils sont sénateurs ou maires. Le respect au roi est en péril au regard de leurs différents engagements politiques, nous dit le journal qui fait savoir qu'autrefois, le chef supérieur était un homme sacré, ses actes aussi, mais de plus en plus, on est en droit de se demander si cela est encore possible. Les chefs traditionnels qui ont embrassé la politique et sont de plus en plus ministres, députés, maires et sénateurs dans un contexte pluraliste marqué par le multipartisme. Cela est présenté par le journal Le Jeune Enquêteur comme une frustration difficile à avaler pour les populations. Et c'est le journal qui, sans être exhaustif, présente quelques cas sur lesquels